C'est un phénomène de fond qui pourrait changer le monde, bouleverser l'ordre économique et révolutionner les interactions sociales. Alors, qui sont ceux qui portent ce changement? On les appelle les makers, c'est un terme anglais et c'est difficile de le traduire. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous avons invité, Isabelle Berrébi-Hoffmann et Michel Lallemand. Vous êtes tous les deux sociologues et vous publiez au Seuil avec Marie-Christine Bureau ce livre, Makers, donc enquête sur les laboratoires du changement social. D'abord, et c'est tout l'objet de votre livre, qui sont ces makers auxquels on associe souvent les imprimantes 3D, des makers qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Michel Lallemand. Oui, les makers, en fait, c'est un terme assez vaste et qui désigne au départ plutôt des jeunes gens, hein, des jeunes gens de couleur blanche d'ailleurs, qui, dans des pays comme les États-Unis ou au cœur de l'Europe, en Allemagne et en France, ont décidé qu'il fallait redonner une forme d'intelligence de la main. C'est ça qui les unit. Et puis le phénomène s'est aujourd'hui diffusé à travers le monde. Il va au-delà de cette population. Fabriquer ses propres objets, voilà, par exemple. C'est ça l'idée. Hein, grâce aux révolutions technologiques aussi, d'où le terme makers, voilà, et l'imprimante 3D qui est le grand symbole. Un peu le totem de ces makers. Oui, exactement. Alors ça vient aussi un peu du do-it-yourself, faites-le vous-même, hein, ce mouvement-là. Mais ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est qu'on voit que ce mouvement, il est apparu bien avant. Il y a cette communauté religieuse, les Shakers en Angleterre, et déjà, il y a les prémices de ce que vont être aussi les makers. Oui, tout à fait. Donc, en fait, le do-it-yourself, c'est-à-dire le faire par soi-même, l'autoproduction, la récupération, comme vous l'avez dit, la débrouille, c'est très ancien. Ça existe un peu partout dans le monde. Si on essaie de le dater en Amérique du Nord, d'où vient le mouvement maker, on s'aperçoit qu'en fait, il faut remonter jusqu'au 18e, avant la révolution industrielle, en fait. Et les Shakers, c'était une secte protestante menée par une femme, Anne Lee, qui part d'Angleterre à cause de la répression religieuse, qui arrive aux États-Unis, une secte ascétique, qui prône le célibat. Ils ont inventé la pince à linge, le fauteuil à bascule, et ils prônaient donc le fait de tout fabriquer par soi-même, ce qu'on retrouve un petit peu dans la philosophie américaine de la débrouille par soi-même, ce qu'on appelle la confiance en soi, le fait de construire sa propre maison, d'arriver à tout construire par soi-même en autarcie. Vous parlez d'ailleurs aussi d'un journal, je crois que c'est en France, hein, Système D, oui, dans les années 20. Que nos parents et grands-parents connaissent bien, et qui était destiné après-guerre à aider les gens à reconstruire eux-mêmes. Oui, parce qu'on dit beaucoup que justement cette génération des années 70-80 ne savent pas faire grand-chose de leurs 10 doigts, alors que les générations précédentes savaient démonter un moteur sur une voiture, exactement, changer une vitre, ce genre de choses. Il y avait le mouvement Castor aussi en France qui a aidé des tas de gens à construire après la guerre. Leur propre maison. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le mouvement maker, puisqu'on a des imprimantes 3D qui permettent de construire des maisons entières. Donc il y a une espèce de nouvelle vague aujourd'hui qui apparaît et qui redonne sens à cette philosophie du do-it-yourself. Alors pourquoi c'était intéressant de les approcher, de les étudier d'un point de vue sociologique, Isabelle Berrébi-Hoffmann? Alors pour deux raisons. D'abord, c'est le premier mouvement apparu en 2005 qui s'empare d'Internet, du numérique, au service de la reconstruction de la fabrication par la main. Donc en fait, c'est totalement le contraire de ce qu'on voit depuis longtemps, une dizaine d'années, qui est de dire on transforme tout de façon virtuelle. L'intelligence artificielle va venir bouleverser le travail, prendre le travail aux hommes. Et là, on a... C'est la dystopie technophobe aussi. La dystopie technophobe. Là, on a un mouvement qui prône une culture, des lieux, avec des rassemblements, des congrès. En Chine, le gouvernement chinois s'en est emparé pour développer les makerspaces et lancer des fabrications de ce type-là. Obama aussi. Il faut expliquer ce que c'est aussi. C'est un terme que vous utilisez pour dire, voilà... Oui, un peu générique. Un peu générique. Ça regroupe parle beaucoup de Fab Lab. De Fab Lab, voilà. Exactement. Donc, ce sont des lieux, des ateliers de fabrication numérique, donc souvent des hangars de 100 mètres carrés à 3000 mètres carrés, où il y a des machines, des imprimantes 3D, comme vous l'avez cité tout à l'heure, et où tout le monde peut venir fabriquer des objets. Donc ça va des bijoux, des vélos, des machines à laver, on a dit des maisons tout à l'heure, et on peut découper du bois. Et ça, c'est possible grâce à des modèles libres, numériques, qui circulent sur Internet. Donc c'est l'alliance de la débrouille locale, qui existe partout dans le monde, de la récupération et de la puissance d'Internet au service d'une fabrication humaine et d'une autofabrication.
Il y a quand même une philosophie réelle chez ces makers. Il y a même aussi un engagement politique. Est-ce que vous le diriez comme ça ou pas? Il y a en fait des tensions dans ce monde. Hein. C'est une population qui a des convictions qui peuvent varier. Et disons qu'il y a deux grands pôles, si vous voulez. Il y a d'une part des gens qui croient avant tout dans la technologie. Et donc, c'est vrai qu'Internet, dont parlait Isabelle, les nouvelles techniques de type imprimante 3D, mais les machines à commande numérique, etc., sont des moyens nouveaux pour fabriquer soi-même chez soi. Et puis, il y a des gens qui disent, dans ce mouvement-là, eh ben, si on peut hacker, ils utilisent le terme aussi de hack, hein, de transformer du matériel, on peut aussi hacker la société, la transformer. Vous voyez, il y a une espèce d'espace comme ça, de positions qui vont de la transformation proprement technique à la transformation sociale. Alors, vous l'évoquez hein, justement dans votre livre, on pourrait passer justement à un modèle post-fordiste, fini aussi le capitalisme, fini la production de masse. Si chacun produit chez soi ou dans ses lieux dédiés justement à la fabrication personnelle, on pourrait sortir de ces produits de masse. C'est aussi ça ce que proposent les makers. Alors, en tout cas, c'est le mouvement qui pourrait aller avec. C'est une forme d'utopie ou d'horizon qui est développée très fortement dans le mouvement et dont on pourrait penser qu'il est un peu irréaliste, mais le très sérieux magazine The Economist a fait sa une là-dessus en disant l'imprimante 3D va permettre de relocaliser la production et de fabriquer une série de biens de consommation sur place. On n'y est pas. Il y a un problème notamment sur le plastique qui est utilisé, qui est encore assez fragile, notamment pour les produits un peu courants. Il y a aussi ces problèmes-là. Il y a toute une série d'innovations technologiques qui vont très vite. Aujourd'hui, il y a des imprimantes 3D de béton pour fabriquer, notamment dans le nord, des ponts et des maisons. Il y a un village entier de maisons qui vont être louées, prévues pour l'an prochain. Donc en fait, on a des tissus humains qui peuvent être, ou des cellules qui peuvent être souches. Donc il y a toute une série de problèmes juridiques, économiques qui sont liés. Néanmoins, cela va suffisamment vite et c'est suffisamment probant pour d'abord qu'il y ait un mouvement des tiny houses, les petites maisons où les gens fabriquement, véritablement. Oui, des maisons de 100 mètres carrés, c'est ce que vous avez dans votre livre. On peut les faire aujourd'hui. Ensuite, qu'il y a déjà des résultats. Par exemple, on cite l'exemple de Nicolas Huchet et d'une prothèse de main. Le modèle de la prothèse de main qu'il a fabriqué pour 200 € au lieu de 20 000 ou 60 000 étant libre sur le net. C'est-à-dire n'importe qui peut se fabriquer sa prothèse dans le monde entier. Et il y a des pays où ça peut se faire. Donc il y a toute une série de choses qui se passent. On n'en est pas encore à la sortie de la société industrielle qu'a annoncé Gortz. Oui, parce qu'on parle justement de troisième révolution industrielle. Voilà. Mais par contre, de The Economist à McKinsey, par exemple, il y a des études qui sortent sur la relocalisation possible. Je voudrais y rajouter une chose. La deuxième chose qui est intéressante pour les sociologues que nous sommes dans notre enquête, c'est que l'économie domestique, l'économie informelle, prend une nouvelle dimension. Elle devient globale, transnationale. Il est possible de se mettre en réseau avec ces makerspaces et de transformer une économie domestique en économie tout court. Donc c'est ça qui est intéressant comme horizon et qui est défendu dans l'utopie maker. Et parmi les tensions justement chez les makers, il y a cette volonté de récupération de certaines entreprises qui doivent aussi être un peu inquiètes. Alors les entreprises ont bien compris que en fait ce n'était pas une menace fondamentalement pour elles et les plus innovantes ont déjà intégré le phénomène Fab Lab, Hackerspace, Makerspace dans leur façon. Alors un des enjeux immédiats pour beaucoup d'entreprises, c'est de retrouver d'autres façons d'innover. Des grandes entreprises qui n'innovent pas sont des entreprises qui à terme ne seront plus sur le marché. Et donc de grandes entreprises aujourd'hui ont intégré dans leur organisation des espaces où les salariés peuvent venir librement tester de nouvelles manières de faire, de fabriquer, de nouveaux produits, etc. Donc c'est une manière de relancer aussi l'imagination productive. C'est aussi une manière de changer les interactions sociales, notamment au sein d'une entreprise, dans la fonction travail. Il y a cette question aussi de l'horizontalité et plus d'être dans une hiérarchie très verticale. C'est ça aussi. Alors, c'est une culture qui est apparue dans le monde Internet et dans le monde informatique il y a longtemps déjà, qui est une culture un peu libertaire, mais horizontale, qui transforme déjà depuis longtemps les entreprises. Regardez les open space, regardez IBM en 92 qui abandonne le costume cravate le vendredi, le casual day qui est apparu dans les entreprises. Tout ça vient du monde informatique qui avait ce problème avec la hiérarchie. Aujourd'hui, on le retrouve avec ce qu'on appelle les millennials. Donc, dans le monde, il y a toute une série des RH qui se posent la question effectivement de peut-on continuer avec un modèle hiérarchique. Et le monde makers effectivement porte cette culture de l'horizontalité
en essayant d'inventer des modèles d'organisation, de partage efficace, efficient, mais qui abandonnent la hiérarchie. Donc il n'y a pas de chef, ils ont des trucs pour essayer de ne pas construire de hiérarchie, des modèles de non-organisation, ils appellent ça. Mais par exemple, les hackathons, qui ont été inventés là, sont repris aujourd'hui, y compris dans des gouvernements européens, pour organiser le travail en commun. Justement, à propos de votre livre aussi et des enquêtes que vous avez menées, vous êtes allé donc vous avez mené l'enquête principalement en France, mais aussi en Allemagne, aux États-Unis et aussi au Sénégal. Est-ce que, justement, en allant dans ces différents pays, vous avez retrouvé des valeurs communes, des réflexions communes également entre ces différents makers? Il y a cette philosophie de base, c'est-à-dire que la philosophie de la débrouille, la capacité à utiliser des matériaux qui, au départ, étaient pensés pour des objectifs et qui, finalement, qui se sont détournés pour être repris aux besoins, pour répondre aux besoins locaux des gens. Donc cette philosophie-là, elle traverse, je dirais, les continents. Mais ce qui est vrai, c'est que sur chaque espace dans lequel nous avons été, Isabelle a enquêté au Sénégal, par exemple, on retrouve... Jocolabs, c'est bien ça. On retrouve une capacité de réappropriation. Et en France, par exemple, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est le rôle de l'État et des pouvoirs publics. Il y a beaucoup de subventions publiques en France, c'est ça? Oui, enfin, beaucoup plus qu'ailleurs, en tous les cas. Vous allez aux États-Unis, tout à fait différente. Complètement. Aux États-Unis, tous ces espaces-là revendiquent une forme d'autonomie, d'indépendance et refusent précisément tous les soutiens publics. Comment vous voyez l'évolution des makers dans les prochaines années? La culture maker et de ce monde social, tel que vous l'appelez. Pour l'instant, ce qui est très clair, c'est que si on reste sur notre enquête, donc des lieux, des visites de lieux, le nombre de lieux monte de façon exponentielle. On en est environ 3000 dans le monde. Aujourd'hui, ça continue de monter, de se développer très vite. Le Japon, les États-Unis, la Chine, la France ont fait des plans de développement des Fab Labs et c'est soutenu. Les villes sont en train d'organiser des réseaux mondiaux de villes qui organisent des Fab Cities. Il y a eu un sommet en France dernièrement, c'est-à-dire pour réindustrialiser, faire revenir la fabrication dans les centres des villes, aussi. Qui récupèrent des lieux pour reproduire donc dans les villes, dans les zones urbaines. Donc il y a un réseau urbain. Donc pour l'instant, ça se développe avec des entreprises, vous l'avez dit, qui s'y intéressent. Leroy Merlin, Nintendo a sorti un jeu qui s'appelle Mech pour les enfants, pour construire elles-mêmes ces consoles. Donc il y a un mouvement culturel qui gagne, il y a des entreprises qui s'y intéressent et du politique. Donc pour l'instant, ça monte. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Nous, on fait le pari que non, ça montre quelque chose de plus intéressant et de plus profond dans le rapport au travail. Et vous reviendrez nous voir pour un prochain livre, j'espère. Merci beaucoup. Merci Isabelle Beribi-Hoffmann et Michel Lallemand pour ce livre que vous avez coécrit avec Marie-Christine Bureau, Makers, enquête sur les laboratoires du changement social aux éditions du Seuil.